Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là, merci d'avoir patienté très très sagement. Je tiens à dire que le retard n'est pas dû à Jacques Attali mais à la circulation et à Paris, donc il n'y est pour absolument rien. Je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. D'ailleurs, un petit mot sur votre installation, là encore ça va, mais il y a vraiment du monde qui arrive, donc pardon si vous êtes quelque peu à l'étroit. C'est pas que ce bel amphi de 42 soit petit, c'est qu'on est et on sera, je pense, assez nombreux ce soir. Et je crois qu'on n'est jamais trop nombreux pour parler d'avenir, n'est-ce pas, Jacques Attali ? C'est toujours bon. Je suis très content que... je voudrais bien un deuxième micro, s'il vous plaît, je le dis en live. Parce que je disais... alors, donc on n'est jamais trop nombreux pour parler d'avenir, c'est pas Jacques Attali qui va me contredire. Juste quelques mots sur le parcours de Jacques Attali que tout le monde connaît, mais... je voulais peu de temps, faites court. Je vais faire très court. Alors, je vais faire très très court. Qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire que vous êtes... il y a beaucoup de personnes qui se disent réellement prospectivistes, et il en est certaines qui le sont vraiment, parce que dans leur manière de travailler, ils ont plus pour matière l'avenir que le présent ou que le passé, et vous en faites partie. Et c'est très heureux de vous recevoir pour parler d'avenir, justement. J'ai une première question, elle va être très courte. J'ai regardé un peu votre parcours, on est un certain nombre de personnes à le connaître ou à le découvrir. Il y a ce qu'on voit de l'extérieur, on se dit tiens, il y a ça, il y a ces étapes majeures, mais vu de vous, en quelque sorte, quels sont les points d'inflexion, les moments clés qui ont forgé votre manière de penser le monde et de le dire ? C'est ce qui va se passer dans les 30 prochaines minutes. C'est nos conversations à venir. C'est le passé. Vous avez dit que je m'intéresse plus à l'avenir qu'au passé, mais on ne peut rien comprendre à l'avenir si on ne parle pas du passé. Mais pour quand même me tenir à votre question, je dirais que j'étais très marqué par mes études d'ingénieur. Les classes préparatoires, à l'école polytechnique, c'était vraiment pour moi un moment extraordinairement formateur. J'étais très marqué par quelques maîtres pendant mes études, puis après. Qui m'ont accompagné, voilà, puis par des rencontres, plus que par quoi que ce soit d'autre. Oui, j'imagine, c'est toujours le cas. Et moi, j'ai regardé un peu vos écrits, j'en avais un tout petit bout chez moi, et je suis allé en regarder d'autres. J'étais très intrigué de voir que le dernier livre traitait de la mer. Je trouvais ça intéressant de se poser sur la mer pour nous regarder, parce que c'est le monde le plus vaste, le plus mystérieux encore, je le crois, et probablement un des plus impactés par notre activité, par notre développement. Mais je vous avouerai que le propos, le livre ou l'angle qui m'a le plus intrigué, c'est votre propos sur l'art. C'est l'importance que vous donnez à l'art. Et notamment, vous le dites dans un des livres qui s'appelle Bruit, qui est un peu ancien, c'est pas un des derniers. Et vous le redites dans d'autres livres, et vous parlez de la musique, et vous parlez de Mozart, et vous dites... On est à la fin du 18e. Et il y a quelque chose dans les symphonies de Mozart, quelque chose du siècle d'après était déjà là. J'essaie de le dire avec des mots, je ne sais pas si je suis exact. Alors, est-ce que notre avenir est en quelque sorte écrit, au moins partiellement, dans l'art ? C'est un de mes tout premiers livres que j'ai écrit. Je crois que personne dans cette pièce n'était né quand je l'ai écrit. Parce que j'étais moi-même très jeune, j'avais même pas 30 ans quand j'ai publié ce livre, qui est maintenant, en effet, considéré comme une base dans les cours de musicologie dans le monde entier. Mais pour prédire ou pour comprendre l'avenir, j'utilise beaucoup de trucs. Et parmi les trucs que j'utilise, il y a, quand je regarde un pays, par exemple, et j'essaie de comprendre où va un pays, ou quand j'essaie de comprendre une technologie, mais je commence par un pays, je regarde d'abord trois choses. Je regarde sa démographie, que c'est la chose la plus prévisible et permet de comprendre où il va à tout point de vue, puis ça permet de comprendre pourquoi il a cette démographie, les rapports entre les hommes et les femmes, perspectives d'avenir, tout ça. Ça dit beaucoup de choses sur l'humeur, la culture, tout ça. Ensuite, je regarde la gastronomie, ce qu'on mange. Ça dit beaucoup sur l'agriculture, sur la famille, on voit aussi la démographie, sur la passion, le rapport avec les choses. Puis je regarde la musique. D'accord. Et quand je regarde les trois, je regarde aussi dans les trois ce qu'il y a d'universel. Dans la démographie, je regarde si les gens quittent le pays, donc s'il y a une forte diaspora, c'est bien. S'ils accueillent, c'est bien. D'accord. S'il n'y a ni forte diaspora, ni ils n'accueillent pas, c'est mauvais. Dans la gastronomie, je regarde si les autres mangent votre nourriture. D'accord. Et la musique, je regarde si les autres s'intéressent à votre musique. Oui. Alors, je vais revenir sur l'exemple que vous avez donné tout à l'heure. Alors, c'est pourquoi j'ai toujours, et je continue à penser, sous le bénéfice d'inventaire, parce que les choses peuvent changer, que la Chine ne sera jamais une superpuissance planétaire autre qu'intéressée par elle-même, parce que même si sa démographie a été forte et sa cuisine est universelle, essayez d'écouter de la musique chinoise et vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, la musique
j'ai essayé de montrer aussi qu'elle m'intéresse aussi pour d'autres dimensions, parce que la musique, c'est l'art des signes, par excellence, comme la finance. D'ailleurs, ça a beaucoup de relations avec la finance de ce point de vue, parce que la finance, c'est aussi l'art des signes. Oui. Et dans le champ des signes, on explore le champ des possibles plus vite que dans la matière. Oui. Donc, on peut penser que, puisqu'on explore le champ des possibles plus vite que dans la matière, on va avoir atteint des frontières avant les autres. Et donc, ce qui se passe en musique a très souvent annoncé les changements. Et dans ce livre, j'ai montré que c'est en musique que commence le basculement du religieux au laïque, c'est en musique que commence l'économie marchande avec les concerts, c'est en musique que commence la première production de série avec le gramophone, c'est en musique que commence la production gratuite avec le peer-to-peer, et c'est en musique que revient le spectacle vivant, dont nous sommes un exemple ici, avec le fait qu'on n'achète plus de musique, mais on est prêt à payer très cher pour aller au concert. Et l'exemple que vous avez cité est très intéressant parce que c'est pas les symphonies, en fait, c'était les opéras. À la fin du XVIIIe siècle, à un moment très particulier, on a commencé à interdire aux musiciens d'opéra d'écrire des opéras autrement que dans la langue nationale. Et ça a été le début du nationalisme, qui a entraîné ensuite les guerres napoléoniennes et tout le reste, révolutionnaire. Donc il y avait déjà dans la musique ce signal faible de l'avenir. Et aujourd'hui, je trouve aussi dans la musique beaucoup de signaux faibles, très intéressants, des signaux d'évidence comme l'importance de l'Afrique, pas besoin d'expliquer, l'importance du spectacle vivant, le fait qu'on est de plus en plus en situation de faire de la musique et pas seulement en écouter, qui renvoie à beaucoup d'autres dimensions très importantes. Vous donnez d'ailleurs une importance au fait que la musique soit répétitive. Vous trouvez que c'est symbolique, c'est annonciateur d'une certaine, pas stérilité, mais une incapacité à produire du sens, de la différence, oui, de la alors, création. C'est pas le jour où meurt quelqu'un dont j'étais assez loin, pour dire pas plus, que je vais parler de ce genre de choses. Mais la musique répétitive, non. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des grands compositeurs de musique répétitive. Je pense par exemple à Philippe Glass, qui est pour moi un des plus grands musiciens du XXe siècle. Mais c'est la musique sérielle, la musique atonale, qui pour moi était une impasse. Ça, je crois que maintenant, c'est, malgré quelques fanatiques reconnus comme n'allant pas, c'est une impasse technocratique. Mais je suis heureux qu'on parle de musique, mais il y a peut-être d'autres sujets dont vous souhaiteriez qu'on parle. Oui, vous allez voir, il y en a d'autres. Je vais revenir justement à l'avenir. Je trouvais intéressant, d'abord, vous dites tout le temps de prévoir l'avenir et pas le prédire, et c'est important pour vous, cette différence. Ce sera le premier élément sur lequel je voudrais votre éclaircissement. Le deuxième point, vous dites qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la corrélation, dans le probabilisme, entre guillemets, que dans la réelle réflexion de causalité, où on utilise la raison et la rationalité pour dire vers où on va, qu'est-ce que c'est. Les éléments qui se passent aujourd'hui sont annonciateurs de quoi, et on est accéléré par ça, par la puissance de calcul, bien entendu. Alors, la raison ou pas la raison, parce que une des meilleures façons pour moi de prévoir l'avenir, et pas de prédire, c'est d'écrire des romans. Parce que souvent, c'est l'imagination romanesque qui est beaucoup plus forte pour comprendre l'avenir. Si vous voulez comprendre l'avenir, moi, je me suis nourri de toute la littérature depuis mon enfance. J'ai beaucoup lu et je continue à lire 5-6 livres par semaine. Mais et vous écrivez beaucoup. On ne sait pas que vous avez fait des romans, des contes pour enfants, du théâtre. J'ai écrit, mais j'ai lu beaucoup de science-fiction et je continue à en lire beaucoup. Et c'est dans la science-fiction qu'on trouve, je pourrais vous citer 15 livres de science-fiction beaucoup plus importantes que tous les essais philosophiques possibles. Parce que la fantaisie et l'imagination, le réel, le dépasse. Imaginez la capacité d'action de 7 ou 8 milliards de personnes, ça dépasse évidemment la capacité d'imagination de tous les écrivains possibles, mais ça dépasse aussi la raison. La raison est assez anecdotique au regard de la réalité du monde. Mais il est vrai qu'en effet, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Peut-on prévoir l'avenir ?», où j'ai essayé de montrer que nous sommes passés dans une époque où les prévisionnistes ont baissé les bras très largement devant la très grande difficulté à prévoir et se contentent de jugements, de méthodes statistiques de corrélation. C'est-à-dire on ne cherche plus à comprendre, on aligne des événements statistiques, ça se passe, donc c'est corrélé, donc circuler, il n'y a rien à voir, on va continuer comme ça. Et ça marche. C'est comme ça que les machines de prédiction de l'intelligence artificielle, de l'intelligence d'Internet des objets fonctionnent, et qu'elles fonctionnent à la fois pour la
prédictions sur les pannes des machines, sur l'homme comme machine en termes de santé, sur beaucoup de choses, et en même temps sur la prédiction des comportements d'achat, etc. Nous sommes prédits. Nous sommes de plus en plus prédits. La distinction entre prévoir et prédire, c'est que nous sommes prédits par des corrélations qui font de nous un élément statistique, et nous sommes prédits, c'est-à-dire qu'on nous dit ce que nous allons faire, ce que nous allons consommer, ce que nous allons travailler, qui nous allons aimer, etc., en ne nous faisant pas continuer à penser que nous sommes capables de refuser, de regarder les choses autrement. Je pensais, j'ai eu le privilège de connaître Jean d'Ormesson. Et je me souvenais tout à l'heure qu'une des phrases les plus importantes qu'il m'a dites, un jour j'ai dit à Jean, au fond, dans votre vie, quelle est la chose la plus importante que vous avez appris en vieillissant? Et il m'a dit, après avoir réfléchi, il me dit, je crois que la chose la plus importante que j'ai appris en vieillissant, c'est à dire non. Et c'est une phrase très importante. Bien sûr, on n'est pas toujours en situation de dire non. Quand on a faim, quand on doit trouver absolument un job, quand on peut penser que c'est une phrase de riche. Mais c'est pas vrai. Quand on se trouve en situation de collaborer ou résister, quand on se trouve en situation de défendre des valeurs, c'est pas du tout une phrase de riche. Et c'est ça qui, le droit ou le devoir de dire non, c'est ça qui distingue la prévision et la prédiction. On est prédit si on cède. La prévision, c'est je vois ce qu'on veut me faire de moi, je le refuse. Et je choisis. Dire non, c'est déjà commencer à faire ce que j'appelle devenir soi, c'est-à-dire se choisir soi-même. Mais pour ça, on a besoin de prévoir. C'est très important parce que c'est comme dans un match de foot. Si vous ne connaissez pas les forces de vos adversaires, vous n'avez aucune chance de gagner le match. Mais si vous connaissez les forces de l'adversaire, vous dites c'est perdu d'avance, non. Là, vous ne faites que prédire le résultat. Vous êtes spectateur et pas acteur. C'est ça que vous appelez, vous parlez de récit d'avenir justement dans ce livre-là, pour chacun. Vous dites de se poser un certain nombre de questions pour s'éclairer. Moi, je crois très important pour chacun de nous d'écrire, ce que j'ai écrit dans un de mes livres, d'écrire son récit d'avenir. D'écrire, essayez de faire ça. Écrire ce que vous allez faire demain. Puis après, essayez d'écrire ce que vous allez faire dans une semaine. Puis après, essayez d'écrire ce que vous allez faire dans un an. Puis après, essayez d'écrire ce que vous allez faire dans 5 ans. Et essayez de faire ça tous les 6 mois. Naturellement, vous avez le droit de tout changer. C'est très bien même de tout changer. Mais au moins l'avoir fait. C'est assez vertigineux. Parce qu'on se rend compte, mais jamais je peux le faire. Il y a tellement de paramètres. Mais malgré tout, ça permet de cristalliser, de comprendre. Et écrire son récit d'avenir est un élément de la liberté individuelle très important. Vous trouvez ça intéressant et vous en donnez même une sorte de, pas de méthode, mais de clé. Une des questions, ça m'avait intrigué, vous vous dites, il faut se demander à un moment quels sont nos invariants au cours du temps, dans tout ce que l'on fait, quels sont les points majeurs qui ne bougent pas. Je trouvais ça intéressant. Oui, il faut les chercher. Les invariants peuvent changer. Je suis très frappé. D'ailleurs, je travaille beaucoup en ce moment à lire des livres de philosophie chinoise qui disent que nos invariants changent tout le temps, mais je crois plus à la permanence de cela et chercher ces invariants. C'est d'une certaine façon renvoyer à l'enfant qu'on était. Si vous êtes capable de vous dire, mettez à côté de vous, là, imaginez, tous, nous sommes là, tous ensemble, imaginez qu'à côté de vous, là, il y a un enfant de 5 ans, c'est vous. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Imaginez ça. Vertigineux, non? Demandez-lui s'il est content de vous. Je vous laisse avec ça. Et Jacques Attali, la question est presque trop facile maintenant. Qu'est-ce que le numérique bouscule dans tout ça, dans cette manière de prévoir l'avenir, dans toute cette corrélation? On sait, vous et moi, que elle est portée par cette puissance de calcul, sinon on n'en serait pas là. Qu'est-ce que le digital dit de différent aujourd'hui? Est-ce que c'est juste l'atteinte d'une masse critique ou est-ce qu'il y a réellement un tournant? D'abord, le numérique, c'est pas nouveau. L'ordinateur individuel, c'est 1979. J'ai fait la couverture de Time Magazine en 83. Time Magazine n'était pas en avance. Et moi, j'ai vu les premiers ordinateurs individuels. Vous n'étiez pas né. J'étais très jeune. Dans les laboratoires d'IBM en 79. J'ai vu les premiers ordinateurs individuels et j'ai écrit d'ailleurs un livre sur les ordinateurs individuels à cette date. J'ai écrit aussi à cette date un livre sur les prothèses, sur l'homme commenté, etc. Ça se voyait. Donc je dis, aujourd'hui, je sais où je suis en disant ça. Si on veut vraiment être dans l'avenir, il faut s'intéresser, il faut aller dans les laboratoires qui font aujourd'hui ce qu'on faisait en 79 chez IBM quand on faisait du numérique, avec 40 ans d'avance.
Et aujourd'hui, c'est dans les neurosciences. C'est là que se jouent les choses. C'est là que se joue l'avenir. Alors, je ne dis pas que c'est l'avenir commercial immédiat. Le numérique, on est dans une phase de maturité aujourd'hui, et donc passionnante, parce que c'est la maturité, où il y a beaucoup de choses, où il y a encore un potentiel énorme, sans doute très gigantesque, en particulier grâce aux ordinateurs quantiques et à l'interdépendance de choses. Mais c'est une époque de maturité où on va ramasser les fruits. Et de ce point de vue, il y a énormément de choses, on le sait, avec l'intelligence artificielle, avec l'Internet des objets, beaucoup de choses qui vont venir, qui vont changer beaucoup de choses dans nos vies de tous. On le sait de façon à peu près certaine, avec du bien, du pas bien, mais qui renvoie toujours à deux idées de base qu'on peut réunir en une seule. La première idée de base, c'est que le propre du progrès technique, c'est de réduire l'effort des hommes. Et donc, le numérique fait partie de cette gigantesque aventure humaine depuis le levier il y a 20 000 ans, qui est de réduire les efforts des hommes. Et la deuxième raison, c'est que la seule chose qui intéresse les hommes, c'est de ne pas mourir ou de vivre le plus longtemps possible. Et donc, avec ces deux dynamiques qui sont en fait les mêmes, on voit que le numérique participe de cette volonté de vivre plus longtemps, d'avoir moins d'efforts, donc d'apprendre plus pour survivre mieux dans le monde, d'avoir une meilleure santé, d'être... voilà. Et tout ça peut à la fois être un instrument d'extraordinaire liberté, c'est ce que moi j'appelle les technologies positives, c'est-à-dire les technologies qui travaillent dans l'intérêt des générations suivantes. Et le numérique peut être au service des générations suivantes, ou il peut être au service du pire. Je donne deux exemples dans lesquels tout est possible. Dans la fondation que je préside, Positive Planète, on travaille beaucoup là-dessus, parce qu'on travaille à développer ce qu'on appelle l'économie positive. Et deux exemples. Un premier dans le négatif, c'est tout ce qu'on voit apparaître grâce au numérique, avec les technologies de surveillance, de contrôle, de maîtrise, de manipulation, et même de mort, parce qu'il y a des technologies militaires vertigineuses qui vous font pas dormir si j'en parlais. Je suis en train de finir un roman là-dessus, donc je pourrais en parler longuement. Et puis, il y a des technologies incroyablement positives. Il y a un exemple que j'ai vu il y a quelques semaines qui m'avait fasciné. C'est une petite start-up indienne de technologie artificielle qui s'est rendu compte, comme tout le monde le sait en Inde, qu'il manque 60 millions de filles par rapport aux garçons. D'ailleurs, pour des raisons technologiques, parce que la croissance des classes moyennes fait qu'ils ont accès à l'échographie et à l'avortement. Et donc, on choisit d'avoir des garçons, donc il y a un décalage. Donc, il y a un manque de filles. Donc, il y a des rapts de filles de façon tout à fait massif dans les villages du fin fond des campagnes pour combler dans les villes ce déficit. Et il y a une petite start-up indienne qui a mis en place un petit logiciel prédictif qui, en fonction de corrélation, permet de savoir dans quel type de village il va y avoir les prochaines rapts et permet d'envoyer la police d'une façon assez efficace aujourd'hui. Mais rares sont les gens qui travaillent à ça. On préfère travailler au 18e logiciel d'amélioration de la pub commerciale pour telle grande surface que de travailler là-dessus. Donc mais le numérique peut être un formidable outil de libération, d'altruisme, de réduction de la consommation d'énergie. Mais là encore, tout est possible. Tout est possible. Comme je suis en retard, mais je vais retarder, j'ai déjà retardé mon rendez-vous suivant, donc non, on l'a répliqué déjà. Mais donc, on reste. Il faut vraiment que je sois dans ma voiture dans 15 minutes. Voilà. Poser encore une après. Avec nos invités, avec le micro, c'est beaucoup mieux. Je disais encore une ou deux questions, si vous me le permettez. Après, je vous passerai la parole. J'ai une question sur. Vous en parlez beaucoup là aussi dans vos travaux de ce décalage, de cette distorsion qu'il y a entre le marché, qui lui est globalisant, et les démocraties. La parole publique, la parole collective, qui elle est restée locale d'une certaine manière. Et vous dites que les deux doivent être au même niveau et qu'on doit appeler ce que vous appelez, c'est une sorte de gouvernance mondiale. Vous y travaillez d'ailleurs, je crois. Je voudrais qu'on nous parliez un peu de ça parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est l'occasion pour moi de dire quelque chose qui m'est très cher et qui est d'une grande actualité pour moi et dans lequel le numérique joue un rôle très important.
Comme je crois beaucoup qu'on n'a pas de limite dans la vie dans ce qu'on doit essayer, pour se retourner ensuite en se disant est-ce que j'ai vraiment tout essayé, en effet, il y a une contradiction entre le marché qui est global et la démocratie qui est locale. Donc nous sommes en train de tenter, depuis hier en fait, une expérience à laquelle j'aimerais que tous vous participiez. Nous avons créé, nous c'est la Fondation Positive Planète, nous avons créé une consultation en ligne qu'on appelle les États généraux de la planète. Vous allez chercher sur upfortheplanet.org ou sur le site de la Fondation Positive Planète et vous verrez, c'est très simple, en 3 clics, vous pouvez donner votre avis sur les 3 principaux sujets de gouvernance, d'environnement et de social du monde et on espère avoir des millions de réponses, puisque c'est un truc qu'on fait dans le monde entier, dans toutes les langues, pour ensuite collecter ces réponses et ensuite les porter aux dirigeants du G20 au mois d'octobre prochain. Donc c'est une tentative, grâce au numérique, pour la première fois, de tenter d'avoir des millions de gens qui donnent leur avis pour que les dirigeants puissent s'exprimer en tenant compte de leur avis et pas seulement en étant une juxtaposition de points de vue nationaux. Et ça a commencé il y a 2-3 jours et il y a eu déjà des propositions extraordinaires, que vous pouvez voir d'ailleurs parce qu'elles sont toutes en ligne. D'accord. Et le pari, c'est quoi? C'est de recueillir la parole la plus large possible. La plus large, alors on va recueillir jusqu'à fin janvier un très grand nombre de propositions. Ensuite, de janvier à mai, on a 3 groupes d'experts de très haut niveau mondiaux qui vont essayer de faire mouliner tout ça. Ensuite, on va en tirer une vingtaine de propositions qu'on va mettre au vote à la cantonade pour avoir un classement et ensuite faire porter ça, faire connaître ça au maximum. Mais plus évidemment on aura de réponses, plus l'exercice aura de la légitimité. Donc, je vous invite à aller sur ce site, upfortheplanet.org, et à donner votre avis. Ça prend 3 minutes, 5. Moi, je l'ai fait moi-même. J'ai vraiment insisté pour que ça soit le plus simple possible. Mais enfin, vous n'avez pas besoin que ça soit simple puisque vous êtes dans le numérique. Mais votre contribution sera bienvenue et passez le message. Voilà. Et dans ce dossier-là que vous allez mettre un petit peu sur la table des puissants, entre guillemets, ça va être une des bases. Il y en aura d'autres. Quelle est la requête? Vous demandez quoi exactement? C'est quoi le business plan pour la planète, si j'ose dire? D'abord, si je vous le dis à l'avance, c'est pas la peine de faire l'exercice. C'est clair. J'ai une idée personnelle de ce que je voudrais, mais je voudrais pas l'imposer à tout le monde. Donc je dirais ça au mois d'avril-mai. Mais pour l'instant, j'essaye de faire en sorte qu'un maximum de gens s'expriment. D'accord. Voilà. Mais écoutez, c'est très bien. Merci beaucoup. Je vais partager la parole avec les invités. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, je regarde l'heure et je crois qu'on a un micro assez miraculeux. Sébastien. Ça, c'est le micro, au fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je regarde. C'est un micro, ça? Ça, c'est un micro. Voilà, ça, je confirme. Donc, qui veut la parole? Oui. J'attends qu'il y en ait un qui lève la main et je tente le lancer. Voilà. On va tenter sur Christelle. Allez, ça marche. C'est le micro? Oui. Quelle voix? Alors, un peu étonnant, j'ai l'impression de... Alors, merci Monsieur Attali. En fait, ma question était plutôt axée sur votre propos sur l'effroi numérique induit par les technologies militaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre prochain ouvrage? Bon, j'ai eu tort de parler d'un prochain ouvrage parce que je ne suis pas là pour parler de mes livres. D'abord, on est passé pas loin de la catastrophe il y a 30 ou 40 ans, et tout le monde s'est fait peur avec une technologie effrayante qui était la technologie nucléaire. Et il est vrai qu'on est passé à 2 doigts d'une guerre planétaire. Donc, les hommes, jusqu'à présent, ont toujours été raisonnables. On a fait beaucoup de morts, mais on a été raisonnables. Le numérique lui-même ne tue pas. Par contre, il peut créer les conditions d'armes extraordinairement dangereuses. On peut imaginer, par exemple, des drones extrêmement précis qui viennent savoir reconnaître un visage et aller le tuer de façon extrêmement chirurgicale, ou des escadrilles de drones qui viendraient bombarder une ville entière, ou et c'est le sujet d'un livre
qui vient de paraître de mon ami Bilal, une attaque numérique qui éteint tous les réseaux sociaux, tous les réseaux numériques, tout le numérique de la planète, et à ce moment-là, on se rend compte que plus rien ne marche. Les hôpitaux, les écoles, l'armée, plus rien ne marche, et c'est le chaos total. Donc, on peut dire que le numérique, même s'il est extrêmement dangereux par les armes qu'il peut porter, à l'heure où nous parlons, est plus dangereux par la fragilité qu'il a créée dans nos sociétés. Par le fait que nous en dépendons énormément. Et on voit d'ailleurs que la cybersécurité consiste surtout à protéger le numérique plutôt qu'à attaquer avec le numérique. Et l'attaque du numérique est plutôt une attaque. Alors, bien sûr, il y a d'autres dimensions. Il y a le fait qu'il sera possible demain matin, on peut très bien demain matin, dans 5 minutes, avoir un faux discours de M. Trump avec la fausse image de M. Trump disant qu'il a envoyé une arme nucléaire sur Moscou. Et on mettra tellement de temps à se rendre compte que c'est un faux que les Russes auront déjà répondu. Ça, c'est possible dans 5 minutes. Parce que n'importe qui peut faire ce faux. On l'a vu d'ailleurs, il y a eu récemment un faux discours d'Obama comme ça qui s'est promené dans les réseaux. Heureusement, Obama n'était plus président, donc il y a moins d'impact. Mais on peut imaginer plein de choses comme ça. Mais je pense que le plus dangereux aujourd'hui pour le numérique, c'est pas les faux qu'il permet de faire, c'est pas non plus la domestication numérique qui va apparaître par le fait que nous serons tous de plus en plus dépendants de ce que le numérique sera de nous, que le numérique sera en situation de maître chanteur. De ce point de vue, je vous invite à regarder quelque chose qui est... Si vous voulez une bonne réponse à votre question, regardez les 2 premiers épisodes de Black Mirror. Et vous comprendrez ce que le numérique porte. Black Mirror, c'est une série absolument magnifique pour comprendre les terreurs que le numérique peut porter. Qu'est-ce qu'il y a vu Black Mirror? Ouais. Merci beaucoup. Voyez Black Est-ce Mirror. qu'il y a d'autres questions? Non? Si. Allez. Bonsoir. Au XXIe siècle, on va voir l'émergence des intelligences artificielles, même simplement faibles, avec des impacts sur l'emploi, sur le travail. Est-ce qu'il faut taxer les intelligences artificielles? Est-ce qu'il faut proposer un revenu minimum global? Comment éviter finalement que les humains soient disruptés par la machine? Alors, comme vous savez, c'est une question qui se posait déjà au temps des Grecs et au temps du XVIIIe siècle. Le progrès technique, on a eu toujours peur que ça nous fasse... En réalité, ça a déplacé les choses. Moi, je crois que la pire des sociétés, enfin une des pires des sociétés en dehors des dictatures, c'est celle que vous venez de décrire. C'est une société où on taxe les robots et où on donne un revenu universel aux hommes pour rien faire. En fait, je sens là une ruse des milliardaires qui sont très contents qu'on taxe les robots et pas eux, milliardaires, et qui sont très contents que les hommes, la quasi-totalité des hommes, leur foutent la paix parce qu'ils ont un revenu universel, ils regardent la télé ou ils se droguent, et comme ça ils sont tranquilles. Et puis s'ils sont pas contents, ben, ils prendront la fusée pour aller vers Mars. C'est un peu ça le schéma que je crains le plus de la part d'une élite un peu folle qui est en train d'imposer une idéologie. Je suis contre le revenu universel s'il n'est pas lié à une activité, en particulier de formation, parce que pour moi, toute formation mérite salaire. Et donc, se former mérite une rémunération et donc un revenu, mais un revenu pour se former et pour faire quelque chose de cette formation. Et je suis contre taxer les robots, parce que les robots sont des outils. Ce qu'il faut taxer, c'est les gens qui gagnent de l'argent avec les robots. C'est les personnes qu'il faut taxer, pas les machines. Surtout pas, je veux bien qu'on taxe les vieux robots pour que les gens aillent vers les nouveaux. Moi, je ne vois pas ce qu'on a à craindre des machines dans la mesure où elles nous libèrent des tâches. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait du temps ainsi libéré. D'autant plus que quand on regarde bien les études sur les emplois qui seraient soi-disant supprimés, c'est pas des emplois qui sont supprimés, c'est des tâches. Donc les gens ont moins de tâches ennuyeuses, mais pour autant, la réduction du travail viendra, on fera d'autres choses de son temps. Puis il y a tellement de métiers possibles, non seulement pour faire des robots, pour penser des robots, mais pour avoir des activités artistiques, créatrices, altruistes. Le monde est plein de problèmes, plein d'enjeux. Je ne crois pas que si on a vraiment une société positive qui s'intéresse au destin des générations suivantes, on soit à court de chantier pour l'humanité avant 1000 ans. Et donc, je ne crains pas du tout le manque d'activité utile pour l'humanité. Je crains, au contraire, une société qui soit totalement
maîtrisés par le fait qu'on nous fasse croire qu'on ne peut rien faire d'autre et qu'on installe les hommes dans une paresse involontaire. Justement, vous donnez beaucoup d'importance dans vos travaux et vos propos à la formation. Vous dites que la moitié des métiers va disparaître dans je sais pas, vous dites une quinzaine, une vingtaine d'années, et vous investissez ce terrain, y compris vers les plus petits, pour penser déjà à la formation de demain et comment elle doit être travaillée. Qu'est-ce qu'elle aura de si différent que ça? De quelle manière le faites-vous? On est bien placé ici pour le savoir. D'abord, je crois que la formation, il faut être très humble. On ne sait pas ce qu'il faudra enseigner. Donc, il faut être en permanence en situation d'enseigner. Une école, à mon avis, c'est un endroit où on doit revenir tous les 5 ans. Moi, je trouve triste que les universités ne fassent pas de formation permanente. Il n'est pas normal que les universités forment et puis qu'après on s'en va et on cherche dans des boîtes invraisemblables de la formation permanente qui n'est pas faite. Les universités devraient avoir le listing de leurs anciens élèves, savoir ce qu'ils deviennent, et leur dire, toi, tu as fait ça il y a 5 ans, mais je te préviens, ce que je t'ai appris il y a 5 ans, ça ne vaut plus rien. Comme un peu un médicament qui serait qui serait périmé. Oui. Ce que je t'ai appris, ça vaut plus rien. S'il te plaît, reviens. Certaines universités américaines font ça. Oui. Et donc, moi, je pense que la formation sera permanente. Ce qu'on doit apprendre, en dehors, c'est la passion d'apprendre. Mm-hmm. Moi, qu'est-ce que j'ai le sentiment d'avoir appris de plus? C'est appris la passion. Les profs dont je me souviens, je pense que c'est pareil pour chacun de nous, c'est les profs qui m'ont communiqué une passion. Oui. Moi, je vois encore un de mes profs de maths m'enseigner avec passion. C'était le professeur Schwartz, je suis content de dire son nom, un immense prof. Il m'a appris une passion des mathématiques qui m'a jamais quitté. Oui. Et donc apprendre la passion, apprendre à apprendre, et même si on y réfléchit bien, apprendre à apprendre à apprendre. Parce que même la façon d'apprendre à apprendre change. Bien sûr. Et c'est ça, je crois, qu'il faut transmettre. C'est la curiosité, la passion, trouver du plaisir à apprendre sans cesse, apprendre et transmettre. Moi, j'ai eu le privilège d'être prof pendant très très longtemps. Oui. J'adore rencontrer comme ça des publics, parce que je n'apprends qu'en enseignant. J'écris les livres que j'ai envie de lire et je parle des sujets dont j'aimerais entendre parler. Oui. Voilà. Donc, ce qui renvoie d'ailleurs à quelque chose de plus profond, qui est la meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Absolument. Et d'ailleurs, on voudra beaucoup continuer à apprendre de vous et de ce fait, comme on est un peu écourté aujourd'hui, on vous donnera rendez-vous une prochaine fois si vous voulez bien continuer l'échange avec nous. Avec plaisir, mais je suis victime des embouteillages. Donc, vous voyez, le virtuel, c'est pas la seule chose qui compte. Ça a ses limites et de ce fait, je suis désolé, je suis un peu garant de l'horaire, je vois que l'horaire court. Est-ce que vous voulez, je vous laisse le mot de la fin, Jacques Attali. Le seul mot de la fin que je peux dire, c'est que si vous me réinvitez, je viendrai avec plaisir. Ah bah c'est pas mal. Merci beaucoup, Jacques Attali. Je voudrais simplement, au nom d'Econocom et d'Econova, vous remercier vraiment sincèrement d'avoir été là, malgré les bouchons, malgré le délai pour venir, de ne pas avoir lâché, ça nous a fait très très plaisir. Et l'engagement est tenu. Pour une très prochaine fois, on vous réinvite. Merci encore.